Merci beaucoup Reaxo de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir vous rencontrer, discuter avec vous. On m'a demandé effectivement de parler de stratégie anesthésique pour les sportifs de haut niveau. Vous verrez que je ne parlerai pas que du sportif de haut niveau. Ça nous permet de faire quelques digressions sur la prise en charge du sportif en général. J'ai des conflits d'intérêts dans Transparence Santé, probablement pas trop en lien avec ce topo. J'ai plutôt des conflits d'intérêts liés au sport, mes lectures, mes cartes de fidélité. Olivier Rontès, avec qui je pratique certains sports, avec qui je suis supporter et j'ai la même marque de chaussures. Et j'ai aussi un conflit d'intérêts avec Philippe et Olivier de Seb à la fin, puisque on a tous les trois, on est tous les trois intervenus dans la rédaction d'articles sur la prise en charge du sportif qui sont parus l'année dernière lors des JO de Paris. Alors la question que vous pouvez tous vous poser, c'est de quoi ils vont nous parler pendant 20 minutes, simplement comment on prend en charge un ou une belle jeune femme ou un beau mec en très bonne santé avec un moral de fer, ASA 1, un physique de rêve. Vous avez ici les deux vainqueurs, enfin les deux titres de meilleurs sportifs de l'année 2025 et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, donc tous les gars comme certains de Bordeaux ou certains Toulouse, Midi-Paul-Garonne ou moi dans le sport, qu'est-ce qu'on a de plus ou qu'est-ce qu'on peut apporter pour la prise en charge de ces patients qui vont a priori super bien. Eh bien, en fait, il faut prendre en compte cette stratégie d'anesthésie et ça permet de faire encore une digression. J'en ferai quelques-unes sur ces recommandations de la SFAR sur la prise en charge et les parcours patients. Eh bien, il va falloir prendre en compte le sportif de haut niveau, probablement encore plus le sportif de haut niveau que d'autres sportifs, dans un parcours spécifique de prise en charge pour établir un état des lieux, parce qu'on verra que l'ASA 1, ils ne sont pas tous forcément ASA 1, sur des techniques péropératoires et aussi sur une prise en charge post-opératoire, parce que notre post-opératoire peut impliquer largement ce dont parlait tout à l'heure Philippe, qui est la réathlétisation, qui est l'élément et l'outcome important de ces patients. Parce qu'effectivement, la différence qu'il y a entre les parcours patients et les parcours du sportif de haut niveau, c'est qu'on n'a pas le même outcome. C'est-à-dire que le gars de sportif de bas niveau qui est sur la droite, il n'a pas le même outcome que celui qui est toujours pas repris malheureusement parce qu'il n'a pas encore atteint probablement le niveau de réalisation nécessaire pour la prise en charge. Et nous, on a un impact sur en périopératoire sur la réathlétisation de ce patient. Il y a un autre élément dans ces parcours qui est à prendre en compte, c'est qu'on a des ressources qui sont largement supérieures à ce que vous avez sur la prise en charge habituelle de nos patients. Et il faut tenir compte, nous, en tant qu'anesthésistes, de l'ensemble de ces ressources. Moi, je travaille pas avec le Stade Toulousain, on travaille beaucoup avec l'INSEP et on a beaucoup de relations comme à le Stade Toulousain avec les médecins du sport parce que ça nous permet, comme vous avez pu le voir, ces patients sont largement suivis et ça nous permet d'avoir l'état des lieux en fait du patient qu'on va prendre en charge et on a beaucoup de relations avec les médecins du sport de l'INSEP ou d'autres médecins du sport quand on nous adresse des patients et je pense que c'est ce qui fait le plus quand on prend en charge ces patients, c'est de créer l'ensemble de ces liens et de prise en charge, de liens et de prise en charge et de réseaux qu'on va avoir avec l'ensemble de ces éléments ressources. Pourquoi je vous ai tout à l'heure décrit un sportif jeune, très bien foutu et avec un physique incroyable? C'est parce qu'en fait, derrière ces caractéristiques que l'on a de manière macroscopique, il va y avoir tout un tas de modifications. J'irai très vite sur cette partie-là, mais physiopathologique, psychologique. Et puis après, Olivier vous parlera des mésusages qui vont aussi impacter le patient et qui sont très importants à prendre en compte parce qu'en fait, on n'est pas forcément en présence d'un ASA 1 à prendre en charge et qu'il faudra prendre en compte ces adaptations pour pouvoir adapter au mieux nos techniques. Alors pour le sportif de haut niveau, comme je vous disais, c'est probablement pas le plus compliqué parce que on a souvent ces médecins du sport qui vont les suivre et qui vont nous les maintenir dans un état physiopathologique adapté. Le plus risqué, probablement, on va revenir juste après sur les deux prochaines diapos, c'est qu'un cas comme moi qui signe ses certificats de sport, qui ne fait aucun état des lieux et qui va essayer d'aller faire un trail parce que lui, en revanche, si jamais il a une pratique sportive assez intense, peut avoir des modifications physiopathologiques qui vont passer à l'as et qui peuvent être à risque pendant nos conduites d'anesthésie. Et vous verrez, c'est pour ça que malgré le fait que le sportif de haut niveau ou le sportif qui a une pratique intense semble bien de manière macroscopique, et bien parfois nécessite des prises en charge préopératoires et des évaluations préopératoires importantes. Juste pour parler du remodelage cardiaque et de l'adaptation cardiovasculaire, ça c'est un très beau papier des sociétés européennes de cardiologie qui ont juste essayé de différencier les types de sports et de mettre en face de chacun de ces types, que ce soit des sports plutôt en puissance, plutôt en endurance, plutôt mixte ou plutôt de skill, donc d'habileté, et bien le remodelage cardiaque que vous pouvez avoir parce que tous ces patients ne vont pas avoir le même remodelage cardiaque. On va plutôt avoir quelque chose d'assez excentrique avec un gros volume du ventricule gauche chez l'endurant et plutôt un concentrique avec un volume qui reste assez réduit chez le puissant, donc chez l'haltérophile, avec des modifications en imagerie qu'on puisse avoir. Ça, c'est important à avoir à l'esprit
pas forcément, je vous disais, sur le sportif haut niveau suivi, mais sur les sportifs non suivis. Et un autre élément qui est important aussi à connaître, c'est ce que je vous disais, c'est que vous prendrez probablement en charge des patients qui font du sport de manière très intense, qui vont avoir des modifications électrocardiographiques, et celles-là sont importantes à connaître parce que certaines ne vont rien impacter et d'autres vont générer des surveillances ou des prises en charge assez particulières. Comme je vous le disais, c'est probablement point important chez un sportif licencié au niveau ou alors qui fait de la pratique intense parce qu'ils ont des suivis médicaux et c'est plutôt important à connaître chez des sujets, le quinca comme moi, qui a décidé de faire un peu n'importe quoi sans réel suivi avec des modifications ou des réadaptations physiopathologiques qui sont méconnues et qui peuvent être à risque dans sa pratique de tous les jours, mais également dans la prise en charge en anesthésie. Il y a d'autres adaptations, et puis après je m'arrêterai sur ces adaptations, mais juste pour introduire la raison pour laquelle il fallait faire des bilans préopératoires parfois, c'est que vous avez de l'hyperpnée chez des patients endurants qui peuvent avoir de l'hyperréactivité bronchique qu'il faut prendre en compte lors des anesthésies générales. L'autorégulation cérébrale, ça ne veut pas dire que quand on est très musclé, tout va dans les muscles et rien ne va dans la tête, mais c'est simplement que probablement qu'il y a un retard d'autorégulation chez ces patients très sportifs, intenses, ça a été évoqué dans un des papiers, et ce qui veut dire qu'on a probablement un monitorage important à avoir chez ces patients, surtout en beach chair position, alors qu'on pourrait se dire, il est jeune, il va bien, il est très musclé, il est très beau, on n'a aucun risque, et c'est pourtant probablement des patients qui sont plus sujets à risque de troubles d'hypoperfusion cérébrale que le sujet lambda. Et puis après, mais c'est Olivier qui reviendra dessus un petit peu après, parce que c'est souvent lié à des prises de médicaments complètement illicites, et ben, des ratios musculaires importants, qui fait que vous allez avoir des patients qui vont avoir des grosses consommations d'oxygène musculaire, qui peuvent donc désaturer facilement au post-opératoire avec des grosses modifications musculaires. Mais Olivier reviendra parce que c'est souvent lié à, et c'est ce qu'il reprendra tout à l'heure, à des prises illicites de médicaments. Alors je vous ai mis 40-60, c'est intéressant, c'est pas le sportif de haut niveau, mais c'est des sportifs en salle. Il y en a 40% qui prennent probablement des stéroïdes dans les salles, alors plutôt probablement aux États-Unis, et 60% c'est des sportifs qui ne sont pas du tout de haut niveau, c'est des sportifs lambda. Donc il faut savoir que ce dont je vous parle là, cette évaluation préopératoire, elle est plutôt à avoir à l'esprit chez les sportifs non suivis. Autre élément important qui est aussi à prendre en compte sur ces stratégies de prise en charge anesthésique, c'est le contexte de l'urgence, avec des patients qui vont arriver avec des niveaux de déshydratation plus ou moins importants, avec parfois des rhabdomyolyses, avec des résistances vasculaires qui peuvent être dans les chaussettes et qui vont perdurer pendant plusieurs heures, avec des problèmes également de vidange gastrique qui sont liés à la prise de substituts protéiques. Et vous avez aussi les problèmes en cas de fracture qui peuvent arriver pour tout type de fracture, le risque de syndrome de Loge dont on pourra reparler quand on parlera d'anesthésie loco-régionale. Donc tout ça fait que l'ASA1 dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pas forcément un ASA1, probablement encore plus pour les sportifs qui ne sont pas suivis. Et c'est la raison pour laquelle dans ce papier, qui est un papier très intéressant, qui a été publié par Chris Vermeulen, qui est un très gentil anesthésiste belge, eh bien, a été proposé en préopératoire des évaluations de ces patients. Et je vous dis encore une fois, vous n'allez pas me faire dire que dès que vous avez un sportif, il faut lui faire un bilan pendant 15 jours chez le cardiologue, mais simplement que chez des patients qui ne sont pas suivis ou si vous avez un doute, il est nécessaire d'avoir des évaluations parce que ces patients ne sont pas sans risque en péropératoire en anesthésie. Concernant maintenant ce qui nous intéresse peut-être un peu plus, la stratégie péropératoire. Alors en termes de stratégie péropératoire, il n'y a aucune data dans la littérature qui mette en avant une technique par rapport à l'autre, que ce soit de l'IV, que ce soit des halogénés ou que ce soit même de l'anesthésie loco-régionale centrale ou périphérique. Il n'y a rien qui soit en faveur l'un ou l'autre. Là encore, Olivier vous mettra peut-être en avant, lié à ces prises illicites de médicaments, une technique qui est peut-être un petit peu plus sécuritaire, mais en tout cas, on n'a pas d'éléments dans la littérature. La seule chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que certains médicaments sont interdits, surtout sur les sportifs de haut niveau, en compétition ou hors compétition. Donc certains seront à utiliser en péropératoire s'il y a un délai avant la compétition qui est élevé. Certains ne vont pas être utilisables si on a un délai avant la compétition qui est assez court. Exemple, les corticoïdes. Et puis après, vous avez des médicaments qui sont complètement interdits chez le sportif de haut niveau, quelle que soit sa période, donc en compétition, hors compétition. Sachez simplement qu'il est possible de demander des autorisations à usage thérapeutique pour la prise de ces médicaments. Je vous ai mis là un QR code parce qu'il y a un site donc, qui est en plusieurs langues, le site de l'Agence mondiale de l'antidopage, et qui est en plusieurs langues. Vous avez la version française sur laquelle vous pouvez avoir l'ensemble des listes de médicaments à utiliser. Alors comme on le verra,
les listes de ce médicament utilisé, en péropératoire, c'est pas trop gênant, c'est surtout ce qu'on va pouvoir faire et proposer sur la prise en charge globale de ce patient et sur la période post-opératoire. Et là, c'est important d'avoir à l'esprit ces médicaments parce que certains peuvent largement impacter la réathlétisation, certains peuvent largement impacter la reprise de la compétition et il faut, parce qu'on fait partie intégrante de ce parcours patient du sportif, eh bien faire attention et connaître cette pharmacologie. On va passer maintenant à un point qui est assez intéressant parce qu'on a des échos un peu différents en fonction des équipes qui s'occupent de sportifs ou de sportifs de haut niveau. C'est l'anesthésie loco-régionale, qui dans la stratégie de prise en charge reste la technique d'analgésie la plus efficace. Alors vous avez, je ne les citerai pas, mais des établissements pour lesquels l'anesthésie loco-régionale quasiment ne doit pas être envisagée parce que impactant, comme on peut le voir sur ces trois revues, impactant largement la fonction motrice. Et comme l'a dit Philippe tout à l'heure, il est important pour les patients qui veulent être réathlétisés d'avoir une fonction motrice au top, sinon eh bien, ça retarde l'athlétisation avec tout ce que ça impacte en termes d'anxiété pour le patient, d'impact pour l'équipe, d'impact pour les sponsors, enfin tout ce que vous voulez. Et là on voit que dans ces différents papiers, eh bien, c'est plutôt l'anesthésie loco-régionale est plutôt en défaveur de la prise en charge parce que vous allez avoir un vrai impact, même avec ici un élément important, c'est réinjury, c'est-à-dire que c'est pas simplement que le patient va être réathlétisé plus tardivement et va pouvoir reprendre le sport plus tardivement, c'est qu'en plus, il est à risque d'avoir de nouveau une lésion liée à l'action de nous en tant qu'anesthésistes. Et vous avez ici quasiment c'est pas trop grave chez le non-athlète d'avoir un défect ou une atteinte nerveuse. En revanche, ça peut largement altérer ou retarder la prise en charge de ces athlètes en termes de, là encore, kiné et réhabilitation. Alors ça, c'est quand on regarde le côté obscur de la force. Maintenant, quand on regarde vraiment la place de l'anesthésie loco-régionale dans la prise en charge du sportif, il y a beaucoup d'éléments en faveur. Il y a beaucoup d'éléments en faveur si on se positionne de manière assez vertueuse en termes d'anesthésie loco-régionale. Et vous voyez ici, là encore, dans ces différents papiers, que dès qu'on va avoir des blocs qui sont faits de manière en injection unique par rapport à un cathéter, des blocs qui vont être plutôt très distaux, donc plutôt avec un versant sensitif, analgésique, et bien dans ce cas-là, on ne va pas avoir du tout d'impact moteur et donc d'impact sur la réhabilitation de nos patients. Et ce qu'il faut avoir, si jamais on veut mettre en place ces techniques, elles se font en accord avec le chirurgien, c'est que c'est une prise en charge qui est vraiment globale, chirurgicale et anesthésique, parce qu'on sait qu'on a, comme on a un collègue chirurgien, on pourra en parler avec lui, parce que c'est des éléments qui sont très importants, on sait que le greffon ou le type de chirurgie va elle aussi impacter la récupération fonctionnelle et la récupération motrice de ces patients, donc pas simplement l'anesthésie. Et un autre élément aussi, c'est qu'on le sait, le garrot va avoir un impact moteur important et qu'on a même maintenant des travaux qui sont en faveur de diminuer ou complètement ne plus utiliser le garrot, même pour ces chirurgies, ici, tous ces exemples de chirurgie ligamentaire. Donc l'anesthésie loco-régionale, dans nos stratégies de prise en charge, elles ont une place, elles ont largement une place. Il faut probablement simplement savoir les instaurer dans le parcours patient du patient, donc sportif haut niveau ou en tout cas à pratique sportive intense. Comme je vous le dis, c'est un choix d'équipe avec l'équipe chirurgicale. Il faut probablement privilégier les blocs plutôt sensitifs ou en tout cas avec un impact moteur minimum. Bon, ça vous le savez, mais c'est maintenant de l'échographie. Il y a ici cette référence-là met en avant l'impact de l'échographie sur la réduction des lésions nerveuses périphériques. Il faut largement baisser nos concentrations parce qu'on sait que la concentration est neurotoxique. Et ici, vous avez une équipe qui est vraiment et qui met en avant largement l'histoire des concentrations. C'est l'équipe de toulousaine. Et puis, pas encore plus que chez les autres, mais en tout cas, il faut vraiment que le sportif ait connaissance et son entourage également, le staff, ait connaissance de ce que c'est que l'anesthésie loco-régionale, les risques de l'anesthésie loco-régionale, l'impact que ça peut avoir sur la fonction motrice. Il faut que tout le monde soit encore plus d'accord que d'habitude pour pouvoir mettre en place ces éléments. Et un autre élément que moi je trouve indispensable, en dehors du sportif de haut niveau déjà, c'est encore une digression, c'est le petit logo, mais il faut absolument qu'on connaisse la chirurgie. Il faut qu'on connaisse la chirurgie pour adapter nos techniques d'anesthésie loco-régionale à la chirurgie et à la douleur potentielle.
Là, ça va être, parce que je pense qu'on sera amené probablement avec mon collègue à discuter de cette équipe qui est une équipe assez incroyable en termes de data en orthopédie. Et ça, c'est un papier qui vient d'être soumis. Ils ont évalué la douleur post-opératoire d'une suture méniscale versus une ménisectomie. Et on met bien en avant que la suture méniscale est un sujet ou est à risque de douleur et de consommation d'opioïdes plus important que celle de la ménisectomie. Ce qui montre bien que si on veut prendre ces patients en charge, il faut qu'on connaisse les facteurs de risque de douleur aiguë post-opératoire, parce que je vais en parler, on sait très bien que c'est un facteur de risque de douleur transitionnelle, de douleur chronique, parfois d'usage illicite de médicaments et donc un problème de reprise de compétition et de réathlétisation. On a des exemples, nous, dans notre pratique. Et donc, il est important de connaître nos chirurgies, de connaître les chirurgiens, les chirurgies pour pouvoir optimiser au mieux les pratiques d'anesthésie loco-régionale qu'on va pouvoir proposer. Autre élément très important, à mon avis, c'est ce qui avait été suggéré dans le papier dont je vous parlais là, durant la période des JO, c'est aussi une attention particulière à l'infection chez les sportifs de haut niveau. Il y a pas mal de méta-analyses qui se sont intéressées aux facteurs de risque. Alors c'est sur la chirurgie ligamentaire du genou, parce que c'est un très joli modèle de prise en charge de sportifs, et qui ont mis en avant l'ensemble de ces facteurs de risque. Et parmi ces facteurs de risque, vous avez l'athlète professionnel. Et c'est pour ça que vous avez dans certaines équipes eh bien, des propositions on pourra demander son avis au chirurgien avec qui on est, de trempage de ligaments, enfin de tendons dans des antibiotiques pour diminuer ce risque. Et ici, vous avez les recommandations de la Société européenne d'arthroscopie et puis de Bone and Joint Injury, et qui met en avant, alors c'est pas lui l'auteur, hein, pardon, et qui met en avant l'intérêt de cette pratique que vous connaissez peut-être, qui ne doit pas être une pratique, comme l'ont suggéré certains auteurs dont j'ai montré le nom tout à l'heure, chez tous les patients, mais probablement sélectif chez certains patients, donc ces professionnels, ces reprises chirurgicales qui sont sujettes à des réinfections supplémentaires. Et donc chez ces patients, c'est pas comme pour moi Sébastien Bloch quand je tombe, eh bien la réinfection, c'est là encore un retard de réathlétisation et de reprise de l'activité sportive avec tout ce que ça peut impacter, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Autre sujet pour en terminer avec la période pour débuter la période post-opératoire, c'est cet élément-là aussi, c'est encore des recommandations de l'ASFAR, qui nous a donc fait des recommandations sur la thromboprophylaxie après chirurgie ligamentaire du genou. Juste pour avoir à l'esprit encore une fois que effectivement il y a ces recommandations là, mais effectivement toutes les ligamentoplasties ne sont pas les mêmes chez les sujets. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises recommandations, mais simplement qu'il faut avoir à l'esprit que une ligamentoplastie à l'autre c'est différent, que la reprise de la déambulation est différente, et c'est la raison pour laquelle aussi on a probablement des pratiques un peu différentes sur ce sujet-là exclusivement. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de différence. Cette introduction sur la période post-opératoire, elle va permettre de discuter encore sur ce parcours et sur ces stratégies, un élément qui est fondamental dans la prise en charge, et là surtout du sportif de haut niveau, du sportif élite, pour deux raisons. Un, parce qu'on va être parfois un petit peu embêté en termes de médication et de prise en charge post-opératoire, et surtout parce que effectivement on a à l'esprit que la modulation ou le seuil douloureux chez les sportifs est différent de celle du non-sportif. Ce qui est un petit peu vrai, vous avez des datas dans la littérature qui montrent que le sportif a une modulation de la douleur qui est différente, mais surtout pour des sportifs, je vous parlais tout à l'heure de différents types de sports, endurance, puissance, mixte, eh bien c'est surtout vrai pour les sportifs endurants. Pour d'autres sports, eh bien vous avez quasiment les mêmes seuils de douleur qu'un non-élite ou qu'un non-sportif. Et ça, c'est important à prendre en compte et savoir que ces sujets-là sont encore plus à risque de douleur transitionnelle, parce qu'on va avoir tous les éléments et tout le foyer de douleur transitionnelle chez ces patients. Ce sont des patients qui sont souvent des patients jeunes, dont on sait que c'est un facteur de risque. Et vous allez avoir ensuite tous les éléments environnementaux, ce que vous avez là, psychologiques, articulaires, biomécaniques, qui sont sujets à cette douleur transitionnelle, voire chronique. C'est les reprises précoces, les mises en charge précoces. Certains, tout à l'heure, on vous parlait des chaînes postérieures, de certaines articulations comme l'épaule. On sait qu'il y a des articulations qui sont plus sujettes lorsqu'on a une augmentation de la charge, à de la douleur. Et quand cette douleur apparaît dans un contexte de douleur
aiguë post-opératoire avec des reprises peut-être inadaptées. C'est pour ça que le topo d'avant était intéressant, c'est de voir à quel point on doit être dans la continuité. Eh bien, on va faire le lit de la douleur transitionnelle chez ces patients, de la douleur chronique. Alors, je ne sais pas quelles sont vos expériences ou la prise en charge de ces patients. Nous, on a la chance d'avoir une unité spécifique et donc la malchance de prendre en charge ce type de patient. Et c'est vraiment très difficile, c'était déjà ce qui était évoqué, parce qu'on est des patients et des sujets jeunes, très motivés en termes de reprise et qui peuvent se retrouver très impactés par ces douleurs chroniques, aussi bien en termes de reprise qu'également en termes de médication. Et ça, c'est un point important, c'est de connaître aussi quelles sont les médications qu'on va pouvoir mettre en place chez ces patients pour assurer l'analgésie juste en post-opératoire, parce que tout n'est pas autorisé. Tout n'est pas autorisé et il faut aussi beaucoup discuter avec les sportifs, parce que les sportifs ont beaucoup de mésusages de médicaments licites et illicites, c'est Olivier qui vous en parlera, et que ces mésusages, dans leur contexte, peuvent être source de complications. Ce qui est intéressant là sur les recommandations qui ont été faites par le CIO, c'est qu'ils proposent sur de la douleur aiguë, comme l'a fait l'ASFAR, à mon avis, ils n'avaient pas communiqué, mais la prescription d'opioïdes ne dépassant pas 5 jours, nous on a mis 5 comprimés, mais à avoir à l'esprit qu'en fait, il faut faire quelque chose d'assez court pour avoir ces moyens d'alerte pour savoir si les patients ont des difficultés ou pas. Je vous parlais de mésusage. Il faut savoir que le mésusage existe chez les sportifs de haut niveau, que le mésusage peut être gênant en termes de prise en charge. Là, juste pour savoir, il y a 50% des joueurs de foot qui prennent beaucoup d'anti-inflammatoires, et c'est plus de 50% chez les gens qui font du trail ou de l'endurance. Et ça peut avoir des éléments importants. Moi, je vais avancer parce qu'on a dit que c'était terminé, parce que je parle toujours beaucoup. Un des éléments qui est encore plus important que chez les autres patients à mettre en place, mais ça, c'est ce que font, je pense, la plupart des grands groupes qui travaillent avec des sportifs, c'est de mettre en place beaucoup de prises en charge qui sont non médicamenteuses pour la réhabilitation et la réathlétisation. Et donc, tout ce qu'on peut avoir comme filière de prise en charge est importante. Et puis voilà. Donc, pour en terminer, parce qu'on montre que j'ai la montre, pour la stratégie d'anesthésie du sportif de haut niveau, il faut savoir que les sportifs de haut niveau, alors, ont des spécificités, mais qu'on connaît souvent, que le sportif non suivi, non élite, lui, a des spécificités qu'il faut avoir à l'esprit quand on le prend en charge, qu'il faut les mettre en place et les intégrer dans un parcours qui est ce que vous avez dit, Philippe, tout à l'heure, multiprofessionnel et multidisciplinaire. Et ça, c'est vraiment important d'utiliser l'ensemble de ces ressources. Que l'outcome est vraiment différent des outcomes que l'on a d'habitude, puisque l'outcome, c'est la réathlétisation, c'est le sportif qui va reprendre son activité, et ça peut être très, très important. Et il faut avoir à l'esprit ces douleurs transitionnelles qui peuvent arriver, savoir les détecter, parce qu'on pourra parler d'histoire de chasse, mais vous avez des douleurs transitionnelles mal prises en charge, c'est des sportifs de très haut niveau qui peuvent être très délétères pour la suite de leur carrière. Je vous remercie.